Un vétéran handicapé condamné à mort. Puis son berger allemand découvre la vérité choquante. Le silence s'est installé dans la salle d'audience lorsque le juge Malcolm Hargrove a prononcé son verdict. Dans l'affaire opposant l'État au capitaine Maya Rodriguez, ce tribunal déclare l'accusé coupable de meurtre au premier degré. Maya Rodriguez, une vétérane décorée de l'armée qui avait servi 3 fois en Afghanistan avant de perdre une jambe dans une bombe placée au bord de la route, était assise, immobile. Seul un léger tremblement de ses mains trahissait son émotion. La brutalité de ce crime ne laisse aucune alternative à ce tribunal, a poursuivi le juge Hargrove. Capitaine Rodriguez, vous êtes par la présente condamné à mort par injection létale. Un cri de surprise résonna dans la salle. L'avocat commis d'office de Maya, Sam Winters, se leva pour protester, mais Maya lui posa une main sur le bras pour le retenir. « Je n'ai rien fait de tout ça, dit-elle doucement. Mais personne ne me croit. » À l'approche des auxiliaires de justice, Maya se tourna vers le fond de la salle, où un berger allemand était assis à côté d'un homme âgé en fauteuil roulant. « Prends soin d'Atlas, papa, cria Maya. Le chien gémit, tirant sur sa laisse. « Ne les laisse pas l'abattre, ajouta-t-elle. Son père, le sergent-major à la retraite Victor Rodriguez, acquiesça silencieusement, les larmes aux yeux. L'affaire semblait inébranlable. L'ancien commandant de Maya, le colonel James Westfield, avait été retrouvé assassiné à son domicile. Les preuves étaient accablantes, les empreintes digitales de Maya sur l'arme du crime, son sang sur les lieux et les images de vidéosurveillance montrant sa voiture à proximité. L'accusation a dressé le portrait d'une ancienne combattante perturbée cherchant à se venger de l'officier qui lui avait refusé un congé maladie. Ce que le jury n'a jamais entendu, c'est comment Westfield avait dissimulé des allégations d'agression sexuelle au sein de son unité et menacé de bloquer les prestations de Maya si elle dénonçait. Ces détails avaient été jugés préjudiciables par le juge. Alors que Maya était emmenée menottée, Atlas s'est précipité en avant en aboyant frénétiquement. Le chien d'assistance accompagnait Maya depuis son retour d'Afghanistan, dressé pour la prévenir des crises de panique et lui apporter de la stabilité lorsque les douleurs fantômes devenaient insupportables. Alors que les portes du tribunal se refermaient sur Maya, Atlas se rassit et poussa un hurlement si lugubre qu'il fit frissonner tous ceux qui l'entendaient. Victor caressa la tête du chien. « Je sais, mon garçon, murmura-t-il. Moi non plus, je n'y crois pas. » Ce que personne ne pouvait savoir, c'est qu'Atlas, avec ses sens extraordinaires et sa loyauté inébranlable, avait déjà commencé à reconstituer ce que la justice humaine avait manqué. 3 semaines après le verdict, la modeste maison de Victor Rodriguez était devenue le centre de commandement de l'opération Justification. Les murs étaient couverts de photos de scènes de crime, de chronologies et de coupures de journaux. Ils l'ont harcelé, Sam, dit Victor au jeune avocat commis d'office, qui passait ses soirées à examiner le dossier. Ma fille est bien plus que cela, têtue, franche, courageuse, mais ce n'est pas une meurtrière. La procédure d'appel a commencé, expliqua samedi, mais sans nouvelle preuve, c'est une bataille difficile. Atlas était allongé au bord de la pièce, ses yeux ambrés traquant leurs mouvements. Depuis l'incarcération de Maya, le berger allemand était apathique, refusant de manger. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Les oreilles du chien étaient dressées vers l'avant, son corps tendu par la vigilance. Quand la sonnette retentit, Atlas se leva instantanément, un grognement sourd résonnant dans sa poitrine. « Doucement, mon garçon », la rassura Victor en se dirigeant vers la porte. Sur le porche se tenait une femme d'une trentaine d'années, à l'allure militaire. « Sergent-major Rodriguez, je suis le lieutenant Diane Foster. J'ai servi sous les ordres de votre fille en Afghanistan. » Elle hésita. « Il faut que je vous parle du colonel Westfield. Je ne pense pas que Maya l'ait tué. » Alors que Foster entrait, Atlas s'approcha d'elle avec précaution, reniflant sa main tendue avant de la laisser entrer. « Je voulais me manifester pendant le procès, » expliqua Foster, « mais on m'a prévenu de ne pas m'en mêler. »« Prévenu par qui ?» demanda Sam. « Major Philip Garrison. Il a pris la relève de Westfield. » Foster agita nerveusement les mains. « Écoutez,
Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Westfield. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus important. Foster exposa un complot impliquant des contrats militaires, des pots de vin et des officiers détournant des millions de dollars des programmes de réinsertion des vétérans. Maya avait découvert des écarts financiers en se battant pour ses propres prestations et avait commencé à poser des questions. La nuit où Westfield a été tué, Maya n'était pas la seule à lui rendre visite, a poursuivi Foster. Je surveillais les communications dans le cadre de mes fonctions. Garrison s'est rendu chez Westfield 1 heure après le départ de Maya. Tu es sûr de ça? Victor se pencha en avant. Foster hocha la tête. C'est sûr. Mais les images de sécurité de cette période ont mystérieusement disparu des archives. Tandis que Foster parlait, Atlas s'assit à côté d'elle, l'attention complètement concentrée. Lorsqu'elle prononça le nom de Garrison, les oreilles du chien s'aplatirent contre sa tête. Il y a autre chose, dit Foster en fouillant dans sa veste. Maya m'a donné cette clé USB la veille de l'assassinat de Westfield. Elle m'a dit de la garder précieusement, car elle contenait la preuve de la fraude contractuelle. Elle posa le petit appareil sur la table basse. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait l'aider. Après le départ de Foster, Sam brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Elle contenait des dizaines de feuilles de calcul et de mets documentant le montage du contrat, mais rien ne liait directement Garrison au meurtre de Westfield. Son mobile, dit Sam, mais pas suffisant pour faire appel. Il nous faut des preuves matérielles. Comme pour toute réponse, Atlas se leva brusquement et trotta jusqu'au coin où les affaires de Maya avaient été rangées. Le chien donna un coup de patte insistant à un sac de sport. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» Victor se retourna et ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvaient les vêtements de course de Maya, sa prothèse de course et un petit bracelet d'activité GPS. « Quand Maya a-t-elle utilisé ce tracker pour la dernière fois ?» demanda Sam. « Le jour où Westfield a été tué, » réalisa Victor. Elle courait toujours le matin. Sam a connecté le tracker à son ordinateur. Les données se sont chargées, indiquant le parcours de 5 km de Maya ce matin-là, un itinéraire qui ne l'a pas conduite près du quartier de Westfield. Cela contredit la chronologie de l'accusation, s'exclama Sam avec enthousiasme. Il prétendait qu'elle était allée chez Westfield ce matin-là, mais d'après cela, elle courait à l'autre bout de la ville. Atlas gémit doucement, retourna au sac de sport et renifla les chaussures de course de Maya. Victor les sortit et les examina attentivement. Elles sont propres, observa-t-il. Si elle avait été chez Westfield ce jour-là, il y aurait des traces de gravier de son allée. Sam hocha la tête. C'est une autre incohérence, mais elle reste circonstancielle. Il nous en faut plus. Alors que Sam s'apprêtait à partir, Atlas bloqua soudain la porte en aboyant avec insistance. « Qu'est-ce qui lui prend ?» demanda Sam. « Il veut nous montrer quelque chose », répondit Victor. Maya a toujours dit qu'il était plus intelligent que la plupart des gens qu'elle connaissait. Victor attacha la laisse d'Atlas et ouvrit la porte d'entrée. Le berger allemand s'avança aussitôt, le nez au sol, les entraînant dans la nuit avec détermination. Atlas les guida à travers les rues calmes, inébranlables. Ils s'approchèrent de la clôture du périmètre de la base militaire. « Ça n'a pas de sens », marmonna Sam. Mais Atlas l'a fait. Que peut-il bien traquer après tout ce temps? Atlas s'arrêta à une entrée de service, gémissant doucement devant le portail grillagé. Au-delà se trouvait une zone de stockage pour le matériel de maintenance de la base. « On ne peut pas y aller, » dit Samedi, c'est une propriété militaire. Le visage de Victor se durcit, empreint de détermination. Ma fille risque l'injection létale pour un crime qu'elle n'a pas commis. Je vais tenter ma chance avec une accusation d'intrusion. Ils remarquèrent que le portail était légèrement entr'ouverte. Atlas se faufila sans hésiter, et les hommes le suivirent. Le chien les conduisit vers une rangée de grandes bennes derrière un hangar d'entretien, contournant une benne en particulier avant de s'asseoir à côté, levant les yeux vers elle, l'air impatient.
Sam souleva le lourd couvercle en plastique et examina le contenu avec la lampe de poche de son téléphone. Ce sont surtout des débris de construction, rapporta Teil, des cloisons sèches cassées, de la vieille moquette. Sa voix s'éteignit lorsque la lumière illumina quelque chose de réfléchissant. Attends une minute. Sam, en y plongeant la main avec précaution, en sortit un sac en plastique contenant ce qui semblait être une veste d'uniforme tachée de sang. Sur la bande adhésive figurait le nom point garnison au l'uniforme du major Garrison. Victor respira. Sam photographia rapidement la veste. Cela pourrait être une preuve de l'implication de Garrison, mais on ne peut pas la prendre comme ça. La chaîne de possession serait rompue. Inadmissible. Alors il faut qu'on fasse appel à quelqu'un d'officiel pour le retrouver, dit Victor. Quelqu'un qui ne se laisse pas acheter. Un bruit soudain provenant de derrière le hangar mit Atlas en état d'alerte. Sam abaissa rapidement le couvercle de la benne et ramena le fauteuil roulant de Victor dans l'ombre. Deux silhouettes apparurent, leur voix basse mais distincte. Garrison veut que tout soit nettoyé d'ici demain, a déclaré l'un d'eux. Le bureau de l'inspecteur général envoie quelqu'un examiner les dossiers contractuels. Qu'en est-il de l'appel Rodriguez, demanda le deuxième. Ça ne mènera nulle part. Le juge est un vieil ami de Garrison. De plus, qui croirait un vétéran handicapé souffrant de SSPT plutôt qu'un major décoré? Alors que les hommes partaient, les mains de Victor se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Il faut appeler quelqu'un d'extérieur à la hiérarchie locale. Je connais exactement la personne, dit Victor d'un ton sombre. Le lendemain matin, l'agent spécial Camila Ortiz, de la division des enquêtes criminelles de l'armée, s'est présenté au domicile de Victor. Cet ancien officier du JAG, réputé pour son incorruptibilité, avait servi aux côtés de Victor des décennies plus tôt. J'espère que ça va bien se passer, Vic, dit-elle. Je risque ma retraite en venant ici officieusement. Victor lui a tout expliqué, la visite de Foster, la clé USB, leur découverte à la base. Vous me dites donc que le chien d'assistance de votre fille vous a conduit à des preuves impliquant le major Garrison? Le scepticisme d'Ortiz était évident. Des preuves trouvées par hasard dans une benne à ordures. Je comprends ce que ça donne. Mais Atlas essaie de nous dire quelque chose depuis l'arrestation de Maya, a admis Victor. Ortiz s'est alors intéressé au berger allemand. Maya a toujours dit que ce chien était spécial, a-t-elle concédé. Mais je ne peux pas faire une descente dans une poubelle à cause du comportement d'un chien. Et la clé USB, demanda Samedi, c'est une preuve tangible de fraude contractuelle. C'est la preuve de quelque chose, a convenu Ortiz, mais cela n'exonère pas Maya du meurtre. Atlas s'est soudainement dirigé vers la fenêtre avant, les oreilles en avant. Quelques instants plus tard, ils ont entendu un véhicule s'engager dans l'allée. Le lieutenant Foster entra, l'air agité. Désolé de faire irruption, mais je crois être suivi. Par qui? Demanda sèchement Ortiz. Je n'en suis pas sûr, mais il y a un SUV noir garé devant mon hôtel. Foster tendit son téléphone, affichant un message texte. Restez à l'écart des questions qui ne vous concernent pas. Ça change les choses, dit Ortiz, son attitude se durcissant. Menacer un témoin est un délit fédéral. Voulez-vous nous aider? Demanda Victor. Ortiz hocha lentement la tête. Je vais devoir faire les choses dans les règles. D'abord, je veux interroger le lieutenant Foster officiellement. Ensuite, il faudra sécuriser cette benne avant que quiconque puisse en extraire des preuves. Alors qu'ils élaboraient un plan, Atlas s'agita, faisant les 100 pas entre la fenêtre et la porte. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Demanda Ortiz. Il sent quelque chose, dit Victor. Sam s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Il y a un SUV noir garé de l'autre côté de la rue. Éloignez-vous des fenêtres, ordonna Ortiz en dégainant son arme de poing. Foster, appelez la sécurité de la base. Dites-leur que l'agent spécial Ortiz demande une assistance immédiate. Avant que Foster puisse composer le numéro, le bruit d'un verre brisé est venu de l'arrière de la maison. Quelqu'un essaie d'entrer par effraction,
dit Victor, son instinct militaire retrouvé. Ils doivent savoir que Foster est là. Ortiz s'est positionné près du couloir, l'arme prête. Restez tous en arrière. Un bruit de lutte et le cri de douleur d'un homme résonnèrent dans la cuisine, suivi des aboiements violents d'Atlas. Quelques instants plus tard, le berger allemand revint, tirant un homme par la manche ou un homme portant l'uniforme d'un policier militaire. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ortiz s'avança, son arme pointée sur l'intrus. « Identifiez-vous. » L'homme, qui saignait d'une morsure au bras, les regardait fixement. « Caporal Jenkins, police militaire. Je suis ici pour recueillir des preuves potentielles liées à une enquête en cours. » « Les ordres de qui ?» demanda Ortiz. « Du major Garrison, » répondit l'homme, les yeux lancés nerveusement. Ortiz sourit froidement. « Caporal Jenkins, vous venez de me faciliter la tâche, effraction, tentative de vol de preuves, et maintenant obstruction à la justice. » En moins d'une heure, l'équipe de la police criminelle d'Ortiz avait sécurisé le domicile de Victor et placé Jenkins en garde à vue. Le SUV noir avait pris la fuite, mais la sécurité de la base était en alerte. « Ce n'est que le début », a déclaré Ortiz à Victor tandis que son équipe photographiait et documentait la clé USB et les données du traceur. Jenkins parlera pour se sauver, et une fois l'uniforme récupéré dans la benne, nous aurons des preuves matérielles reliant Garrison à la scène du crime. Victor regarda Atlas assis calmement à côté de l'agent, la mission apparemment accomplie. « Qu'est-ce qui vous a fait croire en nous ?» demanda Victor à Ortiz. Elle fit un signe de tête vers Atlas. « En 20 ans d'enquête, j'ai appris à me fier à mon instinct. Le chien de Maya savait que quelque chose clochait depuis le début. Parfois, la vérité trouve son chemin toute seule. » Les 48 heures suivantes furent une véritable effervescence. L'équipe d'Ortiz récupéra l'uniforme taché de sang du major Garrison dans la benne à ordures, et les analyses médico-légales confirmèrent que le sang appartenait au colonel Westfield. Le caporal Jenkins, gravement accusé, avait accepté de coopérer et révélé que Garrison lui avait ordonné de déposer l'ADN de Maya sur la scène de crime. Mais alors que la victoire semblait à portée de main, un coup dévastateur est venu d'une direction inattendue. Ils ont avancé la date d'exécution de Maya, annonça Sam en faisant irruption là où Ortiz examinait les preuves. Le gouverneur a signé l'ordre ce matin. Nous avons 10 jours. C'est impossible, protesta Victor. La procédure d'appel prend des mois, parfois des années. Pas quand le gouverneur déclare qu'il s'agit d'une affaire relevant de circonstances particulières, expliqua Sam, le visage pâle. Il a invoqué des preuves accablantes et la nature odieuse du crime commis contre un officier décoré. C'est Garrison qui tire les ficelles, dit Ortiz d'un ton sombre. Il sait qu'on se rapproche. Il essaie d'éliminer Maya avant qu'on puisse prouver son innocence. Vous ne pouvez pas l'arrêter maintenant, demanda Victor, la voix brisée. Vous avez l'uniforme, le témoignage de Jenkins. Ce n'est pas si simple, répondit Ortiz. Il nous faut un dossier solide. Si nous agissons trop tôt et que Garrison se retire sur la base d'un vice de procédure, la situation de Maya deviendra encore plus désespérée. Atlas, qui se reposait près de la chaise de Victor, leva soudain la tête, les oreilles dressées vers l'avant comme s'il écoutait un son lointain. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demanda Victor. Atlas se dirigea vers le sac de sport de Maya, le tapotant avec insistance. « Nous avons déjà vérifié son équipement de course, » a déclaré Sam. Victor se retourna et vida entièrement le sac. « Attends. » En tâtant le fond, il trouva une minuscule carte mémoire cachée dans une fente de la doublure. « Maya a toujours été paranoïaque à propos des sauvegardes, » a déclaré Victor. Ortiz prit la carte et l'inséra dans son ordinateur portable. « Elle est cryptée, » dit-elle au bout d'un moment. « Il faudra du temps pour la déchiffrer. »« On n'a pas le temps, » lui rappela Victor. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Foster a suggéré un spécialiste technique de son unité, digne de confiance et discret. Alors que Foster passait l'appel, Atlas continuait d'agir étrangement, se déplaçant entre le sac de sport et la porte d'entrée,
comme s'il essayait de communiquer quelque chose de plus. Il veut aller quelque part, observa Victor. Comme avant. On ne peut pas suivre un chien alors que la date d'exécution de Maya approche, dit Ortiz, d'un ton qui manquait de conviction. Elle avait vu de quoi Atlas était capable. Et s'il savait autre chose, insista Victor. Quelque chose qui nous échappe. Ortiz hésita, puis hocha la tête. D'accord. Toi et Sam, suivez Atlas. Foster et moi allons décrypter cette carte mémoire. Soyez prudents. Garrison a des yeux partout. Une fois de plus, Victor et Sam suivirent Atlas dans la nuit. Cette fois, le berger allemand les conduisit jusqu'au service administratif de la base, où étaient conservés les dossiers du personnel. On ne peut pas s'introduire dans les archives, murmura Sam alors qu'ils approchaient du bâtiment plongé dans l'obscurité. C'est un délit fédéral. Mais Atlas ne les conduisit pas à l'entrée principale. Il contourna plutôt la porte de maintenance à l'arrière du bâtiment, où une silhouette solitaire fumait une cigarette. Sergent Willis, appela doucement Victor. La femme sursauta, puis se détendit en voyant Victor. Sergent-major Rodriguez, j'espérais que vous viendriez. Tu nous attendais, demanda Sam, perplexe. Willis hocha la tête, laissa tomber sa cigarette et l'écrasa sous sa botte. Le lieutenant Foster a dit que vous pourriez avoir besoin d'accéder à certains fichiers qui ont été restreints. Vous risquez votre carrière, a noté Victor. Mon frère est revenu d'Afghanistan avec un syndrome de stress post-traumatique. Le système l'a trahi. Je ne le laisserai pas trahir le capitaine Rodriguez non plus. Elle brandit une carte magnétique. Vous avez 20 minutes avant que la patrouille de sécurité ne fasse sa ronde. À l'intérieur, Willis les a conduits vers un terminal informatique. Que cherchez-vous exactement? Tout ce qui relie le major Garrison au meurtre du colonel Westfield, expliqua Sam. Willis tapait rapidement, contournant les protocoles de sécurité avec une facilité éprouvée. Garrison a ordonné la semaine dernière la classification de tous les dossiers relatifs au capitaine Rodriguez. C'est inhabituel pour une simple affaire de meurtre. Peux-tu y accéder? Demanda Victor. C'est déjà fait, répondit Willis, les yeux scrutant l'écran. Il y a quelque chose d'étrange ici. Le rapport médico-légal original sur l'arme du crime ne correspond pas à ce qui a été présenté au tribunal. Sam se pencha en avant. Que veux-tu dire? Selon ces informations, l'analyse initiale a révélé 2 groupes sanguins distincts sur le couteau, celui de Westfield et un échantillon inconnu. Or, les éléments de preuve présentés au tribunal n'ont mentionné que le sang de Westfield et les empreintes digitales de Maya. Ils ont occulté la présence d'une deuxième personne sur les lieux. Willis a continué à chercher. Ce n'est pas tout. Garrison a demandé que les effets personnels du colonel Westfield lui soient remis plutôt qu'à sa famille, prétextant que c'était dans le cadre d'une enquête en cours. Atlas, qui était assis patiemment près de la porte, devint soudain alerte. Il tendit l'oreille vers le couloir. Quelqu'un arrive, prévint Victor. Willis s'est rapidement déconnecté. Prends ça, dit-elle en tendant une clé USB à Samedi, j'ai copié tout ce que j'ai pu trouver. Maintenant, prends la sortie de derrière. Ils s'éclipsèrent au moment même où des voix approchaient du bureau des archives. Atlas les guida à travers l'ombre, évitant la patrouille de sécurité avec une précision déconcertante. De retour chez Victor, ils trouvèrent Ortiz et Foster blottis devant l'ordinateur portable, l'air sombre mais déterminé. Nous avons décrypté la carte mémoire, annonça Ortiz. Elle contient un enregistrement de Maya de sa dernière rencontre avec Westfield, la veille de son assassinat. Elle a écouté le fichier audio. La voix de Maya résonnait clairement. Je suis au courant de la fraude contractuelle, colonel. Je sais que vous et Garrison avez détourné des fonds destinés à la réinsertion des vétérans. La réponse de Westfield a été dédaigneuse. Vous n'avez aucune preuve qui tienne la route devant un tribunal, capitaine. Et avec vos antécédents de SSPT, qui vous croirait? J'ai les documents financiers, répondit Maya. Et je ne suis pas la seule à le savoir.
S'il m'arrive quelque chose, tout sera porté à la connaissance de l'inspecteur général. Tu me menaces? La voix de Westfield devint dangereuse. Je vous donne une chance de faire ce qui est juste. Rendez l'argent. Démissionnez, ou je rends l'affaire publique. L'enregistrement s'est terminé avec Westfield ordonnant à Maya de quitter son bureau. Voilà qui établit le mobile, dit Sam avec enthousiasme. Westfield avait des raisons de craindre que Maya ne révèle le complot, et Garrison avait encore plus de raisons de le faire taire s'il pensait que le colonel avouerait pour sauver sa peau. Victor lui tendit la clé USB que Willis lui avait remise. Ce n'est pas tout, le rapport médico-légal initial a révélé la présence de sang d'une personne inconnue sur les preuves de l'arme du crime, qui ont été occultées au procès. Ortiz brancha la clé, son expression se faisant plus déterminée à mesure qu'elle examinait les dossiers. Ça y est. Avec l'enregistrement, les divergences médico-légales et l'uniforme ensanglanté de Garrison, nous avons de quoi demander un sursis d'urgence. Est-ce que ce sera suffisant? Demanda Victor, la peur pour sa fille perceptible dans sa voix. Il le faut, répondit Ortiz. Je porterai l'affaire directement au procureur fédéral ce soir. Tandis qu'il préparait les documents, Atlas s'agita de nouveau, faisant les 100 pas entre la porte d'entrée et le fauteuil de Victor. Et maintenant, demanda Sam en observant le comportement du chien. Un instant plus tard, les lumières de la maison s'éteignirent, les plongeant dans l'obscurité. Ce n'est pas une coïncidence, dit Ortiz en attrapant son arme. Que tout le monde reste à terre. Par la fenêtre, il pouvait voir des silhouettes traverser le jardin où au moins 3 hommes s'approchant de la maison de différentes directions. Garrison passe à l'action, murmura Foster. Il sait que nous avons les preuves. Nous devons transmettre ces dossiers au procureur, a déclaré Ortiz avec urgence. Tout le reste n'est que des copies. Victor regarda Atlas, qui se tenait maintenant près de la porte de derrière. J'ai une idée, samedi donne-moi la clé USB et la carte mémoire. À quoi penses-tu? Demanda Ortiz tandis que Victor attachait une petite pochette au gilet de service d'Atlas. Maya a entraîné Atlas à toutes sortes de scénarios, y compris la transmission de messages d'urgence, expliqua Victor en rangeant les preuves dans la pochette. Il connaît la base mieux que nous tous. Vous voulez envoyer le chien livrer des preuves cruciales? Ortiz ne pouvait cacher son scepticisme. Tu as une meilleure idée, lança Victor. Ces hommes dehors nous tireront dessus à vue. Atlas peut se déplacer sans être détecté. Même s'il le pouvait, argumenta Sam, où irait-il? Le parquet est en centre-ville. Pas le procureur, répondit Victor. Le commandant de la base, le général Winters, connaît Maya depuis qu'elle est cadette. S'il voit ces preuves de ses propres yeux, il agira immédiatement. Ortiz réfléchit un instant, puis hocha la tête. C'est risqué, mais c'est peut-être notre seule chance. On va faire diversion pour les éloigner de l'arrière de la maison. Victor s'agenouilla près d'Atlas, tenant la tête du chien entre ses mains. Trouve le fils du général Winters, comme Maya te l'a appris. Trouve le général. Le regard intelligent d'Atlas semblait comprendre la gravité de la mission. Il resta parfaitement immobile tandis que Victor attachait une note à son gilet, à côté de la pochette de preuves. Prête? Demanda Ortiz en se positionnant près de la fenêtre de devant. Sur un signe de tête de Victor, Ortiz tira 2 coups de feu par la fenêtre, manquant délibérément les hommes qui approchaient, mais les forçant à se mettre à couvert. Dans le chaos qui s'ensuivit, Victor ouvrit la porte arrière juste assez pour qu'Atlas puisse s'échapper dans l'obscurité. Le berger allemand disparut dans la nuit, emportant avec lui le dernier espoir de justice de Maya. Atlas avançait dans l'ombre avec la furtivité d'un fantôme, son entraînement et son instinct le guidant vers la résidence du commandant de la base. Le poids de la pochette à preuve sur son gilet n'était rien comparé à l'importance de sa mission. À 2 reprises, il se figea au passage des patrouilles, son manteau sombre se fondant dans la nuit. Une fois, il contourna un groupe de soldats qui répondaient aux coups de feu tirés au domicile de Victor. Malgré tout, il maintint le cap, animé d'une loyauté inébranlable envers son supérieur emprisonné. Au domicile du commandant de la base,
Atlas se heurta à son premier véritable obstacle, le service de sécurité posté à l'extérieur. 2 policiers armés montaient la garde à l'entrée principale, tandis qu'un 3e patrouillait le périmètre. Le berger allemand fit le tour de la propriété, à la recherche d'une ouverture. Il la trouva dans le jardin, où une fenêtre entr'ouverte menait à ce qui semblait être un bureau. Avec une précision calculée, Atlas se faufila par l'étroite ouverture et atterrit silencieusement sur la moquette. Le général Winters travaillait tard, examinant des documents à son bureau, lorsqu'un léger gémissement le fit lever les yeux. La vue du chien d'assistance de Maya Rodriguez dans son bureau, une pochette attachée à son gilet, le laissa momentanément sans voix. Atlas, parvint-il enfin à dire, reconnaissant le berger allemand si particulier. « Comment es-tu entré ici ?» Le chien s'approcha du bureau, se tenant au garde-à-vous et regardant le général avec impatience. Winters remarqua le mot attaché au gilet et le retira avec précaution. Preuve prouvant l'innocence de Maya Rodriguez. Le capitaine Rodriguez a été victime d'un coup monté par le major Garrison. Des vies sont en danger. Aidez-nous. Winters le lut à voix haute, son expression passant de la confusion à l'inquiétude. Il ouvrit la pochette de preuve et trouva la clé USB et la carte mémoire à l'intérieur. Sans hésiter, il inséra la clé USB dans son ordinateur et commença à examiner les fichiers. Pendant ce temps, chez Victor, la situation s'était rapidement détériorée. Les hommes de Garrison avaient forcé l'entrée, désarmant Ortiz et capturant tout le monde. Le major Garrison lui-même arriva peu après, son uniforme habituellement impeccable en désordre, le regard hagard de désespoir. « Où sont les preuves ?» demanda-t-il en se penchant au-dessus du fauteuil roulant de Victor. « Quelles preuves ?» répondit Victor d'un ton de défi. Garrison le frappa au visage. « Ne joue pas avec moi, mon vieux. Je sais que tu as des fichiers d'enregistrement. Où sont-ils ? » Partis, dit calmement Ortiz, là où elle était retenue. Déjà entre les mains des procureurs fédéraux. Vous mentez, grogna Garrison, mais une lueur d'incertitude traversa son regard. Fouillez à nouveau la maison, ordonna-t-il à ses hommes. Démolissez-la s'il le faut. Ça n'aura plus d'importance, dit Foster, du sang coulant d'une coupure au front. C'est fini, Garrison. Trop de gens connaissent la vérité maintenant. Personne ne sait rien, insista Garrison, son sang-froid vacillant. Et personne ne le saura. D'ici demain matin, vous aurez tous eu un tragique accident. Un père dérangé, incapable d'accepter la culpabilité de sa fille, qui a pris des otages avant que la police ne soit obligée d'intervenir, demanda Ortiz, incrédule. C'est ça votre solution ? Tu n'aurais jamais dû t'en mêler, répondit froidement Garrison. On maîtrisait tout ça jusqu'à ce que tu commences à creuser. Alors que les hommes de Garrison continuaient de fouiller la maison, le téléphone du major sonna. Il vérifia l'identité de l'appelant, le visage légèrement pâle avant de répondre. Général Winters, monsieur, c'est inattendu. La voix de Garrison prit un ton respectueux, même si la tension demeurait palpable. Oui, monsieur. J'enquête sur une possible faille de sécurité. Non, monsieur, je n'ai pas entendu parler de nouveaux éléments dans l'affaire Rodriguez. Les autres regardèrent Garrison passer de la confiance à l'incrédulité. Monsieur, je peux vous expliquer. Ces dossiers sont sortis de leur contexte. Je comprends. Je vous préviens immédiatement. Il raccrocha, fixant son téléphone d'un air absent un instant avant de lever les yeux vers ses captifs, la haine au coin du regard. Qu'avez-vous fait ? demanda-t-il. Avant que quiconque puisse répondre, le bruit des véhicules militaires qui approchaient emplit l'air. Par la fenêtre, il pouvait voir des véhicules de la police militaire, gyrophares allumés, encerclant la maison. Une voix retentit dans un mégaphone. Ici le général Winters. Vous et vos hommes avez l'ordre de déposer vos armes et de quitter le bâtiment, main visible. Vous êtes en état d'arrestation pour complot, obstruction à la justice et meurtre du colonel James Westfield. Les hommes de Garrison le regardèrent avec incertitude, leur détermination vacillant. C'est fini,
dit doucement le major Ortiz. Facilitez-vous la tâche. Pendant un instant, Garrison sembla vouloir résister. Il porta la main à son arme de poing, mais, constatant le désespoir de sa situation, il finit par s'effondrer, vaincu. Alors que la police militaire entrait et emmenait Garrison et ses hommes en détention, le général Winters en personne entra, suivi d'Atlas. Le berger allemand se dirigea immédiatement vers Victor, lui caressant la main comme pour le rassurer sur le fait que la mission était accomplie. Le général Winters déclara solennellement, au nom de l'armée américaine, « Je présente mes plus sincères excuses pour cette erreur judiciaire. J'ai déjà contacté le gouverneur. L'exécution du capitaine Rodriguez a été suspendue dans l'attente de l'examen de ces nouvelles preuves. » Victor tendit la main pour caresser la tête d'Atlas, des larmes de soulagement ruisselant sur son visage buriné. « Tu as réussi, mon garçon, murmura-t-il. Tu l'as sauvé. » 3 semaines plus tard, Maya Rodriguez sortait de prison libre. Le gouverneur avait non seulement annulé sa peine, mais lui avait accordé une grâce totale après la révélation de l'ampleur du complot de Garrison. Elle émergea au soleil, toujours vêtue de son uniforme de prisonnière, et trouva son père qui l'attendait dans son fauteuil roulant. À ses côtés, contenant à peine son excitation, se tenait Atlas. Dès que Maya franchit le portail, le berger allemand se libéra de l'emprise de Victor et se précipita vers elle. Maya tomba à genoux, serrant son fidèle compagnon dans ses bras tandis qu'il gémissait et lui léchait le visage, tout son corps se trémoussant de joie. « Tu m'as manqué aussi, mon garçon, » murmura-t-elle en enfouissant son visage dans sa fourrure. « Papa m'a dit ce que tu faisais. Tu ne m'as jamais abandonné. » Victor se rapprocha, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Ce chien savait que tu étais innocent depuis le début. Il avait juste besoin de nous montrer comment le prouver. » Sam et Ortiz se tenaient à proximité, laissant la famille s'approcher. L'enquête sur le système de fraude contractuelle de Garrison prend de l'ampleur, informa Ortiz à Maya. 12 officiers sont impliqués jusqu'à présent. Les fonds volés au programme de réinsertion des anciens combattants sont en cours de récupération, et le lieutenant Foster a été nommé pour superviser le programme réformé. Sam a ajouté, elle s'assure que l'argent parvienne réellement aux vétérans qui en ont besoin. Maya hocha la tête, serrant toujours Atlas contre elle. Et Garrison? Il risque plusieurs peines de prison à vie, répondit Ortiz. Il a avoué avoir tué Westfield après que le colonel a menacé de révéler leur complot. Puis il vous a piégé. Connaître votre passé avec Westfield faisait de vous le bouc émissaire idéal. L'armée t'a proposé une réintégration complète, a dit Victor à sa fille, avec une promotion au grade de major et des arriérés de solde. Maya baissa les yeux vers sa prothèse, puis vers Atlas, qui ne l'avait pas quitté. Je crois que j'en ai fini avec l'armée. Papa, il y a d'autres façons de servir. 6 mois plus tard, le centre de défense des anciens combattants Maya Rodriguez ouvrait ses portes. Financé par un accord conclu avec le gouvernement et les dons de sympathisants touchés par son histoire, le centre offrait une assistance juridique, un soutien médical et des chiens d'assistance aux anciens combattants aux prises avec un système qui avait autrefois laissé tomber Maya elle-même. Atlas avait un rôle particulier, aider à former de nouveaux chiens d'assistance et apporter du réconfort aux vétérans souffrant de SSPT. Son incroyable capacité à ressentir la détresse le rendait particulièrement efficace auprès de ceux dont le traumatisme restait caché sous des apparences stoïques. Le jour de l'ouverture du centre, Maya se tenait devant une foule de sympathisants, Atlas assis fièrement à ses côtés. Le général Winters, désormais fervent défenseur de la réforme judiciaire et des affaires militaires, figurait parmi les invités de marque. Lorsque j'ai été condamné à mort pour un crime que je n'avais pas commis, j'ai perdu confiance dans le système que j'avais juré de défendre, a déclaré Maya au public. Ce qui m'a redonné confiance, ce n'est ni une institution ni une procédure judiciaire. C'est la loyauté indéfectible d'un chien qui connaissait la vérité quand personne ne voulait l'écouter. Elle se pencha pour caresser la tête d'Atlas. Parfois, la justice vient de sources inattendues. Parfois, la vérité a 4 pattes et un nez mouillé. La foule a ri,
mais il y avait une appréciation plus profonde dans leurs applaudissements et une reconnaissance que dans un monde de systèmes complexes et de faillibilité humaine, la forme la plus pure de justice peut provenir de la forme la plus simple d'amour. Alors que Maya concluait son discours, un jeune vétéran s'est approché avec un chien d'assistance en formation, un chiot berger allemand qui ressemblait étrangement à Atlas. C'est le premier diplômé de notre programme de formation, a expliqué Maya, s'agenouillant malgré sa prothèse pour saluer le chiot. Nous l'appelons Justice. Atlas renifla le chiot avec curiosité, puis émit un léger aboiement d'approbation. Comme son maître, il avait trouvé sa place non seulement comme chien d'assistance, mais aussi comme un rappel vivant que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finira toujours par se révéler.